Compose, épisode 19. J'ai été enseignante pendant quelques années, après mes études, et j'ai su que c'était pas cette voie-là que j'avais envie de développer pour toute ma carrière. Être musicienne, là, c'était vachement plus créatif. Et puis, quand ça s'est arrêté, je n'avais pas spécialement envie de retourner dans l'enseignement. Et je me suis dit, oui, en fait, tentons vraiment un projet d'entrepreneur, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Je crois que tu peux dire les deux. Oui, c'est vrai. Un projet vraiment d'indépendante et voyons ce que ça donne. Après, je crois qu'il y a vraiment tout cet aspect créatif qui est hyper passionnant, mais à côté, il y a le revers. il faut gérer des stocks, un minimum quand même de stocks de matériaux. Il faut faire sa compta, il faut faire attention un peu à tout. Il faut répondre sur les réseaux, il faut faire sa promo. Il y a tout cet aspect-là qui vient aussi. C'est vrai que parfois, quand on se dit on va lancer un projet d'indépendante, et être créative ou créatif en même temps, on peut avoir tendance à zapper ça, alors qu'en fait, je pense que ça constitue quand même 75% du travail et que c'est seulement 25% seront dédiés à la créativité en tant que telle. Mon invitée cette semaine, c'est Soho Francotte, créatrice de la marque Lubaï. Ensemble, on a parlé de son envie de proposer des sacs et accessoires éthiques, éco-responsables et véganes, des matières qu'elle utilise, de son passé de musicienne, de ce qu'elle ressent lorsqu'elle crée, de son cheminement vers le véganisme, elle qui est végane depuis une dizaine d'années, de la difficulté de fixer un prix juste pour ses créations, du fait qu'elle a toujours pensé ne pas être une personne manuelle, de son besoin d'être toujours occupée. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Soho, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Bonjour Julie et merci de m'accueillir. Alors, tu as créé une marque de sacs et d'accessoires éthiques, véganes, durables. C'est Lubaï. D'abord, je voudrais un peu revenir à tes débuts. En fait, comment t'es arrivée dans la création ? Alors, à la base, j'étais musicienne, donc le côté créatif, c'était plutôt ça chez moi. Donc, je faisais beaucoup de tournées. Par contre, avec le Covid, tout ça s'est arrêté du jour au lendemain, malheureusement. Et il a fallu se réinventer. J'avais envie de rester créative, mais voilà, en essayant d'autres formes. Donc j'ai pensé à la maroquinerie éco-responsable et végane, en sachant que j'avais commencé à apprendre à faire les patrons de mes propres vêtements et à les coudre. Je me suis dit, pourquoi pas des sacs, parce que je pense que ça peut toucher tout un chacun, toute femme. On a tout un sac. Peu importe en fait sa forme. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion de faire aussi passer un message aux gens quant à la souffrance animale, quant à la provenance des matériaux, quant à la façon dont nos objets, dont nos accessoires sont réalisés également. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir justement ces aspects-là ? D'abord l'aspect éco-responsable dans ta création ? Parce qu'en fait, il existe évidemment sur le marché beaucoup d'accessoires véganes, mais qui sont faits à partir de cuir 100% synthétique. Donc là, on a beaucoup de plastique et on ne sait pas non plus dans quelles conditions exactement les matériaux sont produits. Et ça, en fait, déjà, pour moi, quand je cherchais des accessoires, je trouvais ça très compliqué. J'avais envie de pouvoir répondre aux personnes qui étaient à la même, qui se posaient les mêmes questions que moi, qui avaient envie d'avoir des réponses, peut-être un choix, des options qui vont dans ce sens-là. Et quelles sont les matières alors que tu utilises et comment tu les déniches, ces matières-là ? Alors pour l'instant, j'utilise principalement du Pignatex, donc ça c'est fait à partir de fibres de feuilles d'ananas, ainsi que du liège. Donc celui-là est fait à partir d'écorce du chêne liège au Portugal. Je les connaissais puisque je suis végane depuis plus de 10 ans, donc c'est des matériaux vers lesquels je me suis tournée assez naturellement en cherchant. Il n'y a pas eu... c'est vrai que j'ai pas dû chercher très très longtemps. Par contre, il existe d'autres types de matériaux. Là, je reste évidemment très curieuse et très ouverte sur ce qui est en train de se développer actuellement. Par exemple, du cuir fait à partir de champignons ou de cactus. Donc ça a creusé. Il y a une offre qui se développe vraiment. Tu remarques qu'on essaie de produire plus de choses qui sont justement éco-responsables et respectueuses de la planète et aussi des animaux ? J'ai l'impression, mais c'est parce que peut-être je suis assez... je suis dans le milieu tout le temps, donc j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger, de se créer. Après, j'ai du mal à dire de façon objective si c'est vrai ou pas. Honnêtement.
Et donc, comment ça se passe alors? Quel est un peu ton processus créatif? Donc là, on est dans ton atelier. Comment ça se passe? Comment tu travailles? Il faut que l'idée vienne. Et c'est comme pour tout le monde. Je pense qu'en musique, c'était pareil. On peut passer parfois une semaine, un mois sans créer quoi que ce soit. Et puis, il y a une idée, en fait, qui vient, on ne sait pas où. Je pense que ça ne se force jamais. Ça vient comme ça, un matin, un soir, peu importe. Et puis là, il faut, dans ce cas-ci, il faut dessiner d'abord. Il faut mettre ça vraiment sur papier. Et puis, il faut faire des prototypes et voir ce que ça donne, si c'est réalisable. Parfois, j'ai des idées, mais au final, c'est pas du tout réaliste. Donc voilà, et là, il faut retravailler. Mais en premier lieu, c'est l'idée. Et en musique, c'est pareil. On peut avoir une mélodie qui arrive dans la tête comme ça. Et puis là, il faut se mettre au clavier et se dire, voilà, c'est ça que j'entends. Il faut que ça sorte dans le réel. Et pour moi, les deux façons, en fait, de créer sont assez similaires. Dans l'idée, en tout cas. Et donc, il y a le dessin. Et après, c'est quoi les différentes étapes? Alors après, ça va être créer ça en 3D. Alors, on va faire des prototypes. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette. Parfois, on s'en sort directement et on a le résultat qu'on avait dans la tête qui est là devant nous en très peu de temps. Et parfois, pour d'autres projets, ici, ça fait, j'avoue, 10 jours que je me prends la tête sur un modèle que j'ai envie de sortir, mais ça me rend folle. Non, c'est vrai, j'y pense tout le temps, mais mes prototypes, je pense que j'en ai fait 8. Jusqu'à présent, c'est assez énorme et je suis toujours pas satisfaite et j'y pense tout le temps. Donc ça me rend folle. Et comment tu te sens par contre quand tu es en train de créer vraiment? Quand tu te mets à la machine à coudre et que tu commences, et puis quand ça prend forme aussi ce que tu crées? Le temps ne compte plus. Ça, c'est assez drôle. Je trouve que la notion de temps disparaît. On est juste dans ce qu'on est en train de faire. Il n'y a plus de secondes, il n'y a plus de minutes, il n'y a plus d'heures. Ça peut durer. Et je pense que je suis juste dans le moment. Et ça, c'est très sympathique comme sensation. Tu t'imaginais, pendant tes études par exemple, tu t'imaginais lancer comme ça un projet entrepreneurial et être indépendante? Oui et non. Tiens, oui et non. Non. En fait, j'ai été enseignante pendant quelques années, après mes études, et j'ai su que c'était pas cette voie-là que j'avais envie de développer pour toute ma carrière. Être musicienne, là, c'était vachement plus créatif. Et puis, quand ça s'est arrêté, je n'avais pas spécialement envie de retourner dans l'enseignement. Et je me suis dit, oui, en fait, tentons vraiment un projet d'entrepreneur, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Je crois que tu peux dire les deux. Oui, c'est vrai. Un projet vraiment d'indépendante. Et voyons ce que ça donne. Après, je crois qu'il y a vraiment tout cet aspect créatif qui est hyper passionnant, mais à côté, il y a le revers. il faut gérer des stocks, un minimum quand même de stocks de matériaux. Il faut faire sa compta, il faut faire attention un peu à tout. Il faut répondre sur les réseaux, il faut faire sa promo. Il y a tout cet aspect-là qui vient aussi. C'est vrai que parfois, quand on se dit on va lancer un projet d'indépendant et être créative ou créatif en même temps, on peut avoir tendance à zapper ça, alors qu'en fait, je pense que ça constitue quand même 75% du travail et que c'est seulement 25% seront dédiés à la créativité en tant que telle. Tu t'en rendais compte avant de te lancer qu'il y avait tout ça à faire à côté? Oui, je m'en rendais compte, vraiment. Mais je me rendais quand même pas compte du pourcentage finalement dédié à tout ce qui était plus administratif, etc. Ouais. Et à ton lancement, comment tu t'es fait connaître? Comment est-ce qu'on fait connaître sa marque? Alors, je crois qu'il existe toujours le bouche-oreille. Ça, il n'y a rien à faire. C'est les gens qui vont être touchés, intéressés par le projet vont être les meilleurs ambassadeurs, si on peut dire, pour parler, pour défendre en fait la marque. Après, évidemment, la presse traditionnelle, je sais pas si c'est parce qu'en musique on s'en occupait déjà, mais je trouve ça vraiment fondamental. Encore de nos jours, on a tendance à nous dire ouais non, c'est les réseaux sociaux, etc. Non, c'est pas que ça. Il faut pas balayer le fait que les gens continuent à lire des magazines, continuent à lire la presse quotidienne. Ça, c'est aussi des partenaires très très importants. Puis après, il y a aussi les réseaux sociaux, en effet.
Et ça, personnellement, j'avoue que je suis pas très réseaux sociaux à la base. Donc, c'est pas très, très évident. Parce qu'il faut faire des photos, il faut dire des choses, mais on n'est pas là non plus pour ne parler que de ce qu'on a à vendre. Donc, j'ai l'impression qu'il faut aussi pouvoir creuser ces sujets, expliquer. Et tout ça, ça prend aussi du temps. Et même si voilà, c'est quelque chose que tu connaissais pas bien, que tu gérais pas bien au début, ça te plaît quand même de communiquer comme ça et de... les réseaux sociaux, ça permet aussi un peu de créer une proximité avec les clients potentiels. Oui, ça j'aime bien. En fait, j'aime bien discuter avec les gens, simplement. C'est vrai que ça, je trouve ça assez chouette. C'est très agréable. J'ai l'impression que parfois... Je crois que pour tout un chacun, il faut apprendre à se structurer aussi et se dire par jour, je prends 1 heure pour le faire parce que moi, je me rends compte, un de mes défauts, c'est que là, je suis en phase vraiment très créative et il n'y a plus rien d'autre qui compte. Mais je crois que c'est pas comme ça qu'il faut que je le fasse. Mais ça, c'est quelque chose que tu apprends vraiment au fur et à mesure à savoir comment t'organiser, comment te structurer. Tout à fait, mais c'est vrai que les phases créatives, moi, je les ai pas, comme je disais, je ne sais pas comment les autres fonctionnent, mais chez moi, c'est pas tout le temps. Donc, ça peut être pendant, 10 jours sur 1 mois. Et les autres jours du mois, je serai plus concentrée, effectivement, sur les réseaux, sur l'aspect administratif, etc. Donc, j'ai du mal à garder, une sorte de planning tous les jours. Il faut être créatif pendant 3 heures, faire ça. J'ai l'impression, en tout cas, chez moi, ça va pas fonctionner. Mais bon, voilà, l'avenir me dira si je dois changer ma méthodologie. Tu es déjà contente, en tout cas, des quelques mois là, qui se sont écoulés dans ton projet. T'es contente de ce qu'il en est ressorti, en fait ? Oui, je suis assez contente déjà d'être soutenue pas mal par la presse. Ça, je trouve ça très, très chouette. Ce qui est motivant, c'est qu'à partir du moment où il y a des publications en presse, eh bien, il y a des personnes qui viennent vers moi, qui s'inscrivent à la newsletter, qui vont passer des commandes, etc. Donc ça, c'est très motivant et ça fait vraiment plaisir parce que il pourrait y avoir, je me dis, des articles et que rien ne se passe après. Et là, j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment tout remettre en question. Alors que là, non, je me sens portée par les choses. Donc, c'est assez positif, même si je n'en suis qu'au début. Et il faut encore continuer à travailler beaucoup. Et c'est valorisant de voir qu'on parle de toi, de ton projet ? Je suis contente de voir que les thématiques, donc le fait d'utiliser des matériaux éco-responsables, de ramener la production en Belgique, soient des sujets qui intéressent. Ça, oui, ça, je suis très contente de ça. Et justement, est-ce que tes clients partagent les mêmes valeurs que toi ? Est-ce que tu as des retours comme ça ? Est-ce qu'ils achètent parce que c'est éco-responsable, parce que c'est vegan ? Alors, il y a différents types de personnes. Donc, il y a des personnes qui achètent parce que c'est made in Belgium. Et ce sont des personnes qui ont envie de soutenir des projets locaux, envie de soutenir l'économie locale. Ça, c'est très chouette. À côté, effectivement, des gens qui sont des personnes qui sont véganes, qui achètent parce que c'est vegan, en fait, et d'autres parce que, voilà, ce sont des matériaux éco-responsables qui sont utilisés. Ça permet d'avoir, de rencontrer des personnes dont le profil est assez différent au final et de se dire, tiens, il y a un projet, mais il y a différents axes qui peuvent parler à différents types de personnes. On n'est pas enfermé dans dans un seul groupe, si on peut dire. Tu le disais, toi, tu es végane depuis une dizaine d'années. Comment tu as fait ce cheminement pour arriver au véganisme ? Alors, lorsque j'ai rencontré mon compagnon, il était végétarien. C'est comme ça que je suis devenue végétarienne aussi. Personnellement, je n'ai jamais beaucoup aimé la viande, donc ça n'a pas du tout été un problème. Ah oui, d'accord, ok. Mais j'avoue, je n'avais pas encore mené une grande réflexion en fait éthique sur la façon dont les animaux étaient traités dans les abattoirs, ni dans les élevages intensifs, etc. Et là, il y a vraiment eu toute une réflexion là-dessus. D'abord par rapport à la viande et puis après par rapport aux produits laitiers aussi. Je me suis dit tiens, mais au final je pourrais aussi changer mon alimentation par rapport à ça. Cesser de consommer du fromage. En plus perso ça me rend malade, donc c'est une bonne facile. chose. Tout est facile. Se dire aussi il y a peut-être moyen de faire ça différemment. Et par rapport c'est ça, à ce que j'achetais, idem, se dire oui mais finalement, j'ai pas envie de porter la peau d'un animal mort non plus. Si je n'en mange pas, pourquoi ne pas passer ce pas-là aussi ? Donc, les choses se sont mises en place au fur et à mesure, tout en lisant, tout en rencontrant d'autres personnes, etc.
Justement, qu'est-ce que tu as lu ou qu'est-ce que tu as regardé ou comment tu t'es informée sur tout ce qui se passait Mais je trouvais qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'informations qui venaient de Flandre. Je ne sais pas si tu as pu voir ça aussi à l'époque. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses qui se développent aussi du côté francophone. Mais il y avait c'est comme si c'était un peu pionnier. Enfin, en Belgique, la Flandre, en fait, il y avait déjà des assos qui luttaient en fait pour promouvoir ce mode de vie-là, promouvoir c'est ça, la consommation autre que la viande, autre que le fromage, etc. Et donc, oui, c'était assez intéressant de passer par ça pour voir tout ce qui était possible, pour lire le témoignage d'autres personnes qui avaient passé le pas bien avant, de se dire qu'en fait, c'est tout à fait faisable. Et moi, je trouve ça très simple au final. Et comment tu te sens, du coup, de ne plus consommer de produits animaux, de ne plus utiliser finalement les animaux dans ton quotidien? Ça te procure quoi? Rien, parce que c'est devenu une norme. Donc, je suis sincèrement incapable de dire que je m'en sens bien, je m'en sens... Non, c'est juste la normal. façon dont on est, la façon dont on vit, c'est juste normal. Et donc ça s'est imposé naturellement aussi, quand tu as eu l'idée de ce projet Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, je ne me suis pas dit à un moment, je regardais pour le cuir. C'est tellement finalement hors de ma façon d'exister et de vivre que voilà, ça m'est même pas venu à l'esprit. T'as l'impression de mettre un petit peu, entre guillemets, ta pierre à l'édifice pour ce combat pour les animaux en créant une marque, en montrant que c'est possible, en fait, de faire des sacs qui ne sont pas en matière animale? Une mini pierre, un mini grain de sable, je pense. Juste montrer que c'est possible. Montrer, oui, simplement le montrer et le proposer. Après, j'ai l'impression que ça ne changera pas la face du monde. Mais c'est juste que c'est là, peut-être ça peut donner... ouvrir la réflexion pour certaines personnes qui sont peut-être déjà sensibles au sujet. Ils disent « Ah ben tiens, bah oui, en fait, ça existe même chez nous, c'est fait même en Belgique, donc oui. » Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ridicule par rapport à ce que d'autres peuvent faire. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que rien du tout, peut-être. Et comment ça s'est passé? Donc voilà, t'es en train de créer ta marque, tu pars à la recherche des matières. Comment tu les as découvertes, justement, le Pignatex et le liège? Comment tu les as découvertes? Voilà, je les connaissais parce que j'avais vu passer ça il y a déjà quelques années. Le liège, en fait, moi j'ai l'impression que c'est partout. Mais ça, c'est une fausse impression à nouveau. Mais je savais que ça existait. J'avais vu des personnes qui avaient des petits porte-monnaies comme ça en liège. Voilà, après, j'ai cherché un fournisseur qui fasse ça de façon éthique et de façon respectueuse de l'environnement. Ça, c'était important. Donc, mon fournisseur est portugais. Donc, le liège vient du Portugal. Tout est transformé là-bas. Et il s'engage à faire ça de façon éco-responsable et à ce que ces ouvriers soient payés de façon décente. En plus, on est en Europe, donc moi j'espère toujours qu'en Europe, on ait quand même des cadres de travail qui soient justes envers les personnes qui travaillent pour ces entreprises. Et quant au Pignatex, ça j'avais vu aussi il y a déjà quelques années, voilà, oui, c'est pas très vieux, je pense que le Pignatex en fait a 5 ans. J'ai vu au début du lancement de ce projet-là qu'il existait et voilà, ça m'intriguait. On en fait des chaussures aussi. Donc, je me dis, mais ça doit être vraiment robuste. Si on en fait des chaussures, on peut y aller. Donc là, il est transformé en Espagne aussi, j'espère. Voilà, la Pignatex, en fait, a différents types de labels, donc qu'ils soient GOTS, vegan, PETA, des labels qui certifient aussi le fait que ce soit fait de façon juste par rapport à leurs ouvriers. Donc j'espère que tout ça est bien réel. Malheureusement, je n'ai pas encore pu aller visiter aucune de ces installations. Ouais. Mais pour moi, c'est important d'essayer de garantir que les matériaux soient faits de façon hyper clean envers les humains. C'est vraiment... aujourd'hui, on est habitué à la fast fashion et en fait, on ne sait pas d'où viennent nos vêtements, comment sont créées justement les matières, etc. On ne connaît pas tout ça sur la manière dont ils sont produits et dont les gens travaillent. C'était important pour toi d'avoir un projet qui soit respectueux du coup de l'environnement, des animaux, mais aussi de l'humain? Bien sûr, parce que pour moi, rien ne va sans l'autre. On ne peut pas dire je vais juste
proposer quelque chose qui soit par exemple éco-responsable. À côté de ça, je m'en fous des conditions dans lesquelles c'est fabriqué. Enfin, voilà, chacun est comme il est, mais pour moi, ça n'allait pas. Il faut que tout se tienne. Sinon, il n'y a pas d'authenticité. Enfin, voilà, mais c'est personnel, j'accuse personne, hein, on est d'accord. C'est juste que pour moi, il fallait que ce soit authentique de façon globale. Donc, ouais, c'est important. Tout ça, c'est important. Et comment tu fonctionnes au niveau de la création? Donc, tu produis combien de pièces? Sur base de combien de modèles tu as? Comment ça marche? Et je crois avoir lu qu'il n'y a pas de collection aussi, genre printemps, été, automne, hiver. Comment tu fonctionnes? Alors, il n'y a pas de collection printemps, etc. parce que j'ai envie d'avoir des choses qui restent tout le temps. Dans le sens qu'ils soient assez, entre guillemets, intemporels. De cette façon, en fait, je fais pas de grosses productions pour le printemps, pour l'été. Et ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de stock énorme qui est gardé ici ou dans un entrepôt quelconque. Non, tout est vraiment à taille humaine. Donc, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de solde. Enfin, voilà, parce que de toute manière, si je faisais des soldes, ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter le prix pendant l'année pour pouvoir le baisser et quand même être un minimum rentable, le mot qui fait peur. Voilà. Alors, il y a, je pense, une dizaine de modèles, pour répondre à ta question. J'essaye, en fait, de proposer à la fois des sacs à dos qui soient unisexes aussi, puis plus des sacs à main, également de différentes tailles, parce que je sais que chaque femme aussi a ses habitudes, ses besoins, son style, et des formats encore plus petits. Là, je suis vraiment en train d'essayer de trouver des formats plus petits qui soient assez pratiques. Parce qu'il y a des demandes, il y a différentes dames qui me demandent ça, des modèles plus petits dans lesquels on peut mettre ça quand même. Et là, c'est un peu un casse-tête, mais ça va aller. Qu'est-ce qui t'inspire pour les modèles que tu crées? Les femmes. Oui, les observer, voir ce qu'elles portent, voir ce dont elles ont besoin, les écouter. Oui, c'est ça, répondre à ce qu'elles cherchent. Et puis aussi, les hommes, parce qu'il y a des hommes qui demandent des sacs à dos, il y a des hommes qui demandent plus des modèles Bozès, donc ce sont les autres qui m'inspirent. Et comment tu fonctionnes? Donc, tu as créé ton e-shop en même temps que ton site internet de ta marque. Tu fonctionnes aussi en magasin. Comment déjà tu as découvert ces magasins et qui t'ont permis de vendre tes modèles? Et le e-shop, est-ce que c'est important de combiner les deux? C'est important, surtout lorsque, je pense, on se trouve comme moi avec un atelier qui est assez loin de la ville. Donc ici, on est à Bayamont, c'est dans la commune de Bièvre, on est près de Bouillon. Donc pour moi, c'est important parce que j'ai besoin d'un e-shop. Sinon, je pense il y a quelques personnes qui sont venues jusqu'ici, mais tout le monde ne peut pas venir jusque Bièvre pour acheter un sac ou un portefeuille. Donc oui, pour moi, c'est super important. Avoir quelques points de vente physiques aussi, parce qu'il y a des gens qui ont envie de voir. Et comme je disais, non pas, pour qui c'est pas possible de venir jusqu'ici. Donc il y en a un à Liège, chez Govex, un magasin vegan. Et là, c'est lui qui est venu vers moi. Parce que il avait vu qu'une marque belge vegan s'était créée et il m'a dit simplement oui, j'ai envie de prendre quelques pièces. Donc voilà, ça c'est chouette. Puis après il y a la boutique de créateurs belges à Namur. Pourquoi là? Parce que c'est made in Belgium, donc ça rentre un peu dans le concept qui est proposé. Et puis j'ai cherché aussi d'autres boutiques, petites boutiques aussi, qui mettent soit l'accent sur des créations éco-responsables ou alors soit l'accent sur du made in Belgium. Et tu parlais tantôt de la rentabilité. Comment est-ce que ça a été difficile en fait de déterminer les prix de vente de tes accessoires et sacs? Ça reste difficile parce qu'en fait, quand on regarde des sacs, des accessoires de maroquinerie faits en Belgique, la plupart du temps, on arrive à au moins 200 €. Ça tourne autour de ça, on est entre 200, 300, parfois ça va encore plus haut. Il y a le prix des matériaux, mais il y a aussi la main-d'œuvre. Oui. Et puis le fait qu'il n'y a pas que le coudre, il faut aussi le concevoir. Et ça aussi, ça prend du temps. Mais j'avais envie de proposer quand même quelque chose qui soit entre guillemets abordable. Alors je me rends bien compte que moi, je pense que la fourchette, ça commence à 99 et on va jusque 179 pour l'instant. Je me rends compte que c'est élevé pour beaucoup de personnes. Et ça m'ennuie. Vraiment, ça m'ennuie vraiment parce que je veux pas non plus que ça reste dédié à une niche. C'est pas ça le but. Mais j'essaie de pratiquer des prix
et alors c'est fou de dire ça, mais oui, qui sont relativement bas, dans lesquels on peut quand même, je peux essayer de m'y retrouver aussi, mais je sais que ça c'est un peu difficile, parce que je sais que ça reste cher pour certaines personnes qui ont envie de consommer différemment. Mais voilà, j'ai l'impression que là je peux pas aller en deçà de ça non plus. On a, voilà, être indépendant, c'est aussi avoir la TVA, des charges sociales, plein de choses, l'énergie, etc., plein de choses à payer. Et il faut trouver une sorte de juste milieu. Pour l'instant, il se situe là. Est-ce que c'est trop peu ? Peut-être. Mais voilà, on verra. Rien n'est jamais figé non plus. Mais c'est juste que j'ai envie que les gens puissent se permettre de s'offrir un accessoire. On verra. Mais tu dis que voilà, c'est des prix entre guillemets élevés, mais c'est peut-être parce que il y a un truc à déconstruire au sein de la société et qu'on est habitué à ne payer pas cher nos vêtements, nos sacs, nos accessoires. Tout à fait. Ça, c'est sûr, on est habitué, malheureusement. C'est comme ça, à consommer, à avoir des sacs à 25, 50 euros, ce qui en soi est fou parce que ça demandait une telle maîtrise pour pouvoir créer ça. Quand on regarde ce qui est à vendre dans certains magasins, il suffit d'ouvrir et de se dire, mon Dieu, mais en fait, ce sont de vrais artisans qui ont fabriqué cela et ça ne coûte que 25 euros. Il y a un problème parce qu'on sait qu'il y a une TVA à 21%, on sait que c'est vendu par un magasin quelconque qui va aussi se faire une marge. Et qu'est-ce qui reste pour les gens en fait qui ont créé ça ? C'est fou. Et là, je suis d'accord avec toi, il y a vraiment quelque chose à déconstruire. C'est certain. C'est clair. Même le prix, par exemple, si on prend le prix autre chose d'un pantalon, on peut se dire, je pense personnellement, je crois qu'un pantalon doit au moins être vendu s'il est fait en Belgique à 180 euros. Et c'est énorme pour beaucoup de personnes. C'est clairement énorme. Il faut, pourtant, en fait, c'est ça. Ce serait ça le prix juste. Et c'est fou d'en trouver à 25 euros. Au final. Mais bien sûr, si les gens ont c'est normal quelque part que les gens se tournent vers le pantalon à 20-25 euros, surtout en autant. Donc, c'est juste, peut-être il faut apprendre à consommer différemment. Comme on le disait tout à l'heure, peut-être la seconde main aussi. C'est des alternatives chouettes qui existent où, au final, on peut chacun peut-être se permettre d'acheter des pièces par ce biais, des pièces peut-être plus durables aussi. Voilà, c'est un long débat, en fait, tout ça. Déconstruire notre rapport à la fast fashion, c'est un débat très compliqué. Est-ce que toi, tu essayes un peu de communiquer autour de ça sur tes réseaux sociaux ? J'essaye, mais comme je disais, je suis pas très bonne en réseaux sociaux, donc... Oui, j'essaye. En même temps, j'ai pas non plus envie d'être... je ne sais pas, parfois je me demande quelle posture il faut avoir. J'ai pas envie d'être là pour faire la morale aux gens et leur dire « Attention, c'est comme ça que vous devez faire ». Je trouve cet équilibre encore, en fait, difficile. Hein, parce qu'on nous dit « Oui, il faut pourtant, en fait, oser prendre cette posture ». Mais je sais pas, moi, je dis pas que je fais mieux que les autres non plus. Donc, il faut rester humble et... Voilà, c'est vrai que moi je trouve tout ça un peu compliqué. Tu l'as dit tantôt, tu es musicienne et voilà, les concerts se sont un peu arrêtés avec le Covid. Est-ce que ça te manque aujourd'hui ? Oui. Oui, ça commence à me manquer doucement, le rapport aux gens, le fait d'être sur scène et d'être simplement en train de faire de la musique et de voir la tête des gens et que les gens dansent, ou que les gens ferment les yeux et qu'il se passe que ça, c'est ce moment-là. Et lieu, ça commence à me manquer un petit peu. Le fait aussi d'être sur les routes, d'aller d'un endroit à l'autre pour pouvoir jouer, de rencontrer des gens complètement différents avec des cultures différentes, des langues différentes, tout ça, ça me manque un petit peu. Après, comme je disais tout à l'heure, rien n'est figé. Pourquoi pas reprendre plus tard ? Pour toi, la créativité que tu mets dans tes sacs ou dans la musique, c'est un peu la même chose ? C'est des moyens d'expression ou c'est vraiment différent comme univers et tu ne ressens pas la même chose dans l'un et dans l'autre ? Je crois que je ressens le même rapport au temps. C'est marrant parce que quand on se met à composer, c'est pareil, le temps disparaît. Comme je disais tout à l'heure, quand on se met à créer une pièce, idem. Voilà, après, je pense que c'est juste des moyens d'expression qui sont différents, mais à mon avis, à mon humble avis, l'idée, elle est la même. Pour moi, en tout cas, qu'elle sorte par le biais de la musique ou par ce biais, en fait, de travailler des matériaux avec les mains, l'idée est la même. À la base, elle n'a pas de forme physique, elle n'a pas de couleur, c'est quelque chose qui est hyper abstrait. Et c'est juste qu'on va faire sortir, mais avec des médias qui sont complètement différents. C'est juste ça, ouais. T'as toujours été une personne créative ? Je pense. Quand j'étais gamine, j'adorais dessiner, en fait. Et je sais pas, parfois je dessine encore il y a quelques années. C'est vrai que j'ai fait les pochettes de certains de nos albums.
en fait, aussi. Mais oui, j'aime bien faire quelque chose. Voilà, je pense que moi j'ai du mal à me poser. Et je pense que pourtant c'est important, surtout à notre époque, de pouvoir prendre 20 minutes et se poser en fait. Et ça pour moi c'est un challenge. J'aime bien être tout le temps occupée, peut-être que parce que, je sais pas, il paraît que c'est pas bien, c'est les gens qui fuient quelque chose qui font ça, on sait rien. Mais j'aime bien être occupée tout le temps. Et là en fait avec Lubaï, j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains aussi. Parce que la musique ça reste quelque chose de... qui est non visible, qui est non matériel, qui n'est pas palpable. Et là, j'ai envie d'apprendre, en fait, d'avoir un rapport à la matière, un rapport à des choses physiques. C'est vraiment important pour toi de travailler de tes mains? Oui, c'était quelque chose que j'avais pas encore fait. Et avant, en fait, jusqu'à il y a quelques années, je pensais que j'avais 2 mains gauches. C'est vrai. Et parce que voilà, parfois, j'ai l'impression qu'on nous classifie quand on est plus petit. Enfin, quand on est tout petit, soit plus manuel, soit plus créatif, mais créatif de choses plus ou moins abstraites, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé, finalement, que j'étais pas du tout manuelle comme fille. Mais en fait, c'est pas vrai. Tout ça, enfin, en tout cas, voilà, je dis pas que c'est la vérité pure, mais je me rends compte qu'il suffit quelque part d'apprendre à utiliser ses mains. Et puis voilà, et c'est peut-être qu'il y a des gens qui auront une certaine facilité, pour d'autres pour lesquels ce sera peut-être plus difficile, mais je pense que tout un chacun peut l'être, en fait, comme tout un chacun, pour moi, peut être plus dans des choses abstraites. On n'est pas voué à être que manuel, ou que créatif, ou que, entre guillemets, intellectuel. Je pense que ces cadres-là, il faudrait les balayer. Tu es fière, du coup, de voir le résultat final quand un sac est créé, alors que tu l'as vraiment créé de tes mains, tu l'as cousu toi-même, tu l'as dessiné? Au début, oui. Maintenant, en fait, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, ça devient la norme. Normal. Donc on fait plus attention à ça. C'est vrai qu'au début, quand je faisais mes propres vêtements, je me disais, oh, c'est trop dingue. Waouh, je l'ai fait, ça fonctionne, on sait le porter, on sait rentrer dedans. Enfin, je trouvais ça fou. Mais c'est les joies du début, puis ça devient normal. Aujourd'hui, tu crées encore tes vêtements aussi? Oui, le pantalon que je porte, par exemple. Là, j'ai fait ça il y a quelques jours. Parce que je devenais folle avec mon nouveau prototype et je me suis dit il faut que je fasse autre chose, il faut que je prenne quelques heures et que je fasse autre chose. Et ça s'est tourné vers ça. J'ai fait le patron d'un pantalon et puis je l'ai cousu. Parce qu'il fallait... J'ai envie de créer quelque chose là maintenant tout de suite et j'étais un peu, j'avoue, frustrée que mon prototype n'avance pas bien. Et pour tout ce qui entoure du coup ta marque, vraiment, il y a la partie création, mais il y a aussi tout ce qui entoure, le e-shop, le site internet, tout ça, tu as créé ça toi-même aussi. Oui. Est-ce que c'est des choses que tu connaissais de base ou tu as vraiment tout appris au fur et à mesure? Alors j'avais créé le site de notre groupe, en fait. Donc voilà, je connaissais un tout petit peu. Puis après, là, il a fallu creuser, s'informer, se former pour pouvoir faire un e-shop un peu beau. Enfin, qui soit... Je le voulais assez minimaliste aussi. Parce qu'il faut, je pense qu'en fait, il faut aussi que ça corresponde à ce qu'on vous propose comme type de produit. Donc, je voulais que ce soit très simple, minimaliste et efficace. Et ça, c'est pas facile. Il y a eu quelques petites versions. Parce qu'il faut trouver quelque chose. Enfin, il faut... De même, c'est pareil, on a un peu une idée, et de là à la rendre visible sur Internet, il y a un pas. Tu as l'impression d'avoir beaucoup appris depuis que tu as lancé ce projet? Parce que tu me posais la question, là, je suis obligée d'y penser, oui. Oui. Sinon, comme tout se fait un peu au fur et à mesure, non. Enfin, comme ça, dans le quotidien, je pense qu'on ne se rend jamais compte de ce qu'on peut avoir appris il y a 1 mois, il y a 2 mois, parce qu'on continue à évoluer, en fait, tout le temps. On est tout le temps en train d'évoluer. Donc, on se pose peut-être pas pour faire le bilan, mais là, comme ça, si tu me demandes, oui, j'ai l'impression d'avoir appris pas mal, mais pas encore avoir appris assez. Donc, il faut continuer à chercher, à se former. Oui, tu disais que tu avais du mal à te poser, mais comme tu l'as fait maintenant, c'est important de prendre du recul et d'avoir une vision quand même de tout ce qui a été fait, de tirer, entre guillemets, des petits bilans, quoi. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que c'est hyper important. Mais heureusement, on a par exemple un bilan comptable qui doit venir tout le temps. Ça, cet aspect-là, il est là tous les mois. Et puis tous les 3 mois, il y a vraiment un réel bilan beaucoup plus terre-à-terre et qui doit être fait. Et ça, c'est important aussi à faire. Mais juste par rapport à ce qu'on apprend de façon plus créative, non, j'ai l'impression que tout ça, par contre, ça se met en nous. Et on continue à évoluer avec ces acquis-là, et on va en avoir de nouveau au fur et à mesure du temps. Ouais.
Comment tu vois un peu l'évolution de ta marque ? J'aimerais, alors ça c'est mon rêve secret, dans quelques années j'aimerais pouvoir travailler avec d'autres personnes, donc que Lubaï puisse embaucher des gens par exemple, ici, dans ma région, dans mon village, dans ma ville. Ce serait chouette de vraiment pouvoir avoir une dynamique d'entreprise qui dépasse le fait d'être un petit indépendant, mais qui puisse s'ouvrir et que ça puisse créer une dynamique ici en termes d'emploi. J'aimerais, voilà. Je ne sais pas si ça se fera, je fais tout pour. Là, c'est beaucoup trop tôt, en fait. Ça ne fait que 6 mois que ça existe, mais j'aimerais beaucoup ça, en fait. Et peut-être Ariel qui s'occupe des réseaux sociaux. L'appel est lancé. Oui, l'appel est lancé. Des photos, tout ça, en fait. Parce que ça aussi, il faut apprendre à faire des photos correctes. Et tous ces apprentissages-là qui prennent beaucoup de temps. Et à plus court terme, comme ça, quels sont tes prochains projets ? Mes prochains projets, là maintenant, c'est continuer à créer, continuer évidemment à aller vers les gens, à ce que les gens puissent découvrir le projet. Je pense que ça, c'est fondamental et c'est ce que je cherche vraiment pour l'instant, donner de la visibilité aux choses, c'est ça. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Et ça peut être dans tous les domaines et ça peut être personnel comme professionnel, comme tu veux. J'aimerais bien un jour aller aux Philippines, là où je suis née, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'y retourner depuis. Et ça je le dis depuis toujours. Si on parle parfois on a des choses avec lesquelles on revient tout le temps. On dit un jour je ferai ça. Ah ben il y a ça, chez moi c'est ça. J'aimerais oser le faire. Et qu'est-ce qui te retient ? Je pense que j'ai peur. Non, je ne sais pas aussi. Je pense que j'ai peur de ce que ça peut faire. Je suis une personne qui aime bien contrôler. Je suis j'aime bien contrôler les choses. Et j'ai l'impression que si je retourne là-bas, je vais pas contrôler ce qui se passe. Donc je pense que ça, c'est une petite angoisse. Apprendre à lâcher prise, peut-être. Hein. Ouais, j'ai peur. J'ai retrouvé ma famille biologique il y a une partie. Il y a quelques années après des années de recherche. Je suis un peu en contact avec ces gens, mais de là à les voir physiquement c'est encore autre chose. Les choses se passent pas non plus toujours comme on le souhaite. Donc pour moi, en tout cas, c'est très compliqué, c'est dur. Et c'est vrai que quelque part, je crois que je retarde parce que j'ai peur. Mais en même temps, je sais que il faut que ça se fasse. Demain, c'est mon anniversaire, je vais avoir 36 ans. Je me dis, il faudrait quand même que ça se fasse. Bon anniversaire déjà. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, So, d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Un grand merci à ceux qui le font déjà. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.